Le dernier mot m'intéresse beaucoup, chômage structurel. C'est pas par des mesures de court terme qu'on s'attaque au structurel. C'est 3 ans là, hein. C'est pas du court terme, c'est 3 ans. C'est pas en 3 ans qu'on réforme un appareil productif. C'est pas en 3 ans qu'on met en place les conditions en France pour faire en sorte de stimuler l'innovation. En revanche, on pourrait créer les soulagements. Moi, je reprends le ministre du redressement productif. Au lieu de jouer les pompiers sur des choses qui sont déjà acquises depuis plus d'1 an, il faudrait qu'ils mettent en place les conditions pour que l'économie redémarre. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut faire en sorte qu'aujourd'hui, les entreprises embauchent. Enfin, c'est aussi simple que ça. Moi, je suis chef d'une entreprise de 250 salariés, on embauche 40 personnes par an. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un secteur qui marche, parce qu'on innove et parce qu'on a la possibilité d'aller chercher un marché. Donc il faut effectivement former nos jeunes, mais il faut surtout mettre en place les conditions fiscales, sociales, du marché du travail, des conditions structurelles pour s'attaquer au chômage structurel. Et pas des mesurettes par-ci, par-là, où on va mettre en place des emplois aidés, je veux dire, quand est-ce qu'on va donner du temps au temps ? Donner du temps au temps, on ne sait pas le faire, ni au niveau européen, ni au niveau français. Tant qu'on n'aura pas ça, on n'y arrivera pas. Et là, je tiens à rendre hommage à une histoire dont on a entendu parler récemment, la mort de Neil Armstrong. Si on est allé sur la Lune, c'est parce qu'il y a un homme qui, en 61, a déclaré une ambition. C'était JFK, et on a trouvé des hommes de valeur pour la mettre en œuvre. Et ça, il fallait le faire. Personne ne croyait que c'était possible. Si on revient au niveau économique, si on donne un projet à la France, si on parle d'aspect structurel, on y arrivera. C'est pas avec les mesurettes. Et il faut arrêter de pouvoir se dire que c'est en faisant tout et n'importe quoi à la petite semaine, aiguillonnée par une opposition qui aujourd'hui n'est strictement pas constructive, qu'on va réussir à réformer quoi que ce soit. Et au niveau européen, c'est pareil. Mathilde Lemoine. Moi, je pense qu'on se berce de mots. Si on sait pas si l'euro va survivre. On ne sait pas si la zone euro est viable. Donc, comment voulez-vous qu'un chef d'entreprise embauche ? Comment voulez-vous qu'un chef d'entreprise investisse ? Donc, je crois que c'est l'urgent. Et il me semble que non seulement c'est urgent, mais en plus, c'est possible de faire autrement. Pour vous, le recadrage européen, c'est la condition sine qua non. Mais indispensable, parce que ce qu'on voit souvent en économie, c'est qu'il y a une surréaction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans cette phase de surréaction. Comme on ne peut pas anticiper l'avenir, on n'est même plus dans une récession classique, on ne sait pas où est l'avenir, quel est notre avenir européen. Tout le monde est tétanisé. Tout le monde s'arrête d'investir, s'arrête d'embaucher. Donc je crois que si on arrivait à avancer au niveau européen, il n'y aurait pas tout d'un coup une baisse du chômage, mais ça serait une situation beaucoup plus appréhendable par les chefs d'entreprise. Ensuite, je suis d'accord avec Éric Heyer, on est dans une situation assez dramatique, on est dans la récession la pire depuis la Seconde Guerre mondiale, donc il faut faire des contrats aidés, le précédent gouvernement l'a fait, celui-là va le faire aussi. Je crois que c'est important pour ne pas laisser sur le chemin tous ceux qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de trouver un emploi autrement. Et parallèlement... Mais à condition que ce ne soit pas, si je comprends ce que vous disiez, pas conçu comme un assistanat de 3 ans, mais comme un temps de formation, de requalification et de propulsion dans un marché du travail. Et il faut faire participer tous ceux qui le peuvent, parce qu'on est dans une situation, une crise dramatique. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut que tous ceux qui peuvent, les plus riches, ceux qui ont un emploi, participent à l'effort collectif. Et on a vu lors des précédentes crises bancaires et financières, que ce soit en Suède, au Japon, on a beaucoup d'exemples. On n'a pas pu sortir de la crise sans avoir stabilisé le système financier, sans avoir nettoyé le système bancaire et sans avoir fait participer les plus riches, ceux qui ont le plus de moyens, ceux qui ont le plus de facilités, qui doivent redistribuer les revenus qu'ils gagnent de façon assez massive pour recréer un dynamisme et donc ensuite faire redémarrer l'économie. Aux États-Unis, on a vu aussi qu'on mettait à contribution les plus riches. Je crois qu'il faut redémarrer notre économie. C'est pour ça qu'Obama va perdre ses élections d'ailleurs. Sûrement, voilà. Mais malheureusement, on a les expériences passées et on sait qu'on ne peut pas s'exonérer de ça. Et aujourd'hui, tout le monde se renvoie la patate chaude parce que finalement, personne ne veut payer. Et on est encore dans cette phase d'incertitude européenne, d'incertitude sur qui va payer, comment on va s'ajuster au final, parce qu'on sait qu'une crise immobilière, ça crée du chômage et on ne pourra pas l'éviter. On peut diminuer les effets, mais on ne peut pas éviter les effets d'une crise immobilière. Pascal Delima. Oui, il y a un article qui a été publié récemment dans une revue américaine qui explique très très bien comment la croissance économique
est corrélé, je vous assure, hein, c'est la vérité, à la consommation en fait, d'électricité. Je m'explique en 10 secondes. Allez-y. On voit une photo par satellite, je ne sais pas si tu as eu accès à cet article, on voit une photo par satellite et on voit effectivement au fil du temps certaines régions où il y a des zones d'ombre et puis d'autres régions où ça s'éclaire, où la lumière s'intensifie si vous voulez. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une vraie corrélation entre la consommation d'électricité et la croissance économique. Donc pour faire de la croissance économique, il faut avoir un satellite plein de lumière. D'où les bornes électriques que exactement. Exactement. Il y a destruction d'emplois, il y a destruction de PME, radiation de PME. Tout ça, on voit des régions où il y a moins de lumière parce qu'en fait, il y a des radiations de PME plus importantes. On voit aussi des multinationales qui se délocalisent. Donc, voilà. Donc, en un mot, il faut évidemment internationaliser l'activité. Ça me paraît aujourd'hui, c'est quand même pas un scoop, bon, c'est clair. Il faut voir où sont les zones, les opportunités de croissance. Mais là où je suis plus inquiet, c'est qu'on voit la zone euro très clairement s'assombrir petit à petit. On voit la zone euro s'assombrir dans cet article. C'est un article de l'AER, enfin d'une de ses revues. Donc, pour dire quoi? Tout ça pour dire que, voilà, on en est dans une situation où la somme de nos égoïsmes, finalement, n'est pas parvenue à un projet collectif viable. Donc il faut créer un nouveau modèle. Mais on a bon espoir quand même, parce qu'on pense quand même que les gouvernements vont enfin accepter un gouvernement économique européen et que les Espagnols vont accepter une surveillance bancaire européenne. Donc on a quand même bon espoir. Mais alors il faut faire très très vite, parce que pendant ce temps-là, on voit aussi d'autres choses qui se passent ailleurs. Éric Delannoy, vous n'y croyez pas? Non, je ne crois pas au fait d'aller vite. On ne va pas plus vite que le rythme des peuples. Donc il faut cette espèce d'aternoiement ou de confrontation des uns et des autres. C'est des confrontations de culture. Je veux dire, on a mis des dizaines, voire des centaines d'années pour créer un État fédéral aux États-Unis. Il n'y a pas de raison qu'en Europe ça prenne 5 ans sous prétexte que les marchés ont décidé que ça devait aller plus vite parce qu'il fallait les rassurer. Donc en tout état de cause, on n'arrivera pas à faire ça. Moi je ne crois pas au gouvernement économique, je crois au projet européen. Le seul qui en a parlé, c'est Mario Draghi. Est-ce que c'est normal que ce soit un technicien, aussi valeureux soit-il, qui parle d'un projet européen ou qui réclame un projet européen? Est-ce qu'on entend les politiques aujourd'hui parler d'un projet européen? Il y a une bonne initiative aujourd'hui, c'est qu'enfin on va se mettre autour de la table entre la France et l'Allemagne pour essayer de construire quelque chose. Quelque chose où on ne parle pas de combien de milliards on va transférer, où on désigne comme étant quasiment des délinquants les pays à qui on va donner des subventions. C'est pas des délinquants, ça devrait être des pionniers du fédéralisme, ces gens-là. Et dans la dialectique, on a une dialectique culpabilisante pour ceux qui utilisent les subsides européens. Avec ça, on va jamais y arriver. Oui, mais enfin, je suis en partie d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais alors, du coup, je comprends pas l'opposition avec le court terme, justement, puisque ça va être long à mettre en œuvre. Parce qu'on ne fait que ça. Non, mais puisque c'est long, mais non, on travaille ici. Il y a un travail qui est fait pour essayer de régler les problèmes. Et justement, on se met autour d'une table. Mais puisque ça va être lent, à la fois à être mis en place et avoir des effets sur l'économie réelle, il faut bien prendre des mesures qui permettent d'éviter le pire dans le court terme. Et de dire, non, mais tant pis, ça sont des mesures de court terme, donc elles n'existent pas. Non, je pense qu'au contraire, il faut mener de front les deux. Mais puisque une va mettre du temps à mordre, il faut bien compenser par des mesures aussi de court terme, mais qui ne sont pas complètement de court terme, parce que là, ils ont fait l'effort par rapport au gouvernement précédent d'arrêter ces contrats de 8 mois et de le mettre sur 3 ans pour justement que ça soit qualifiant. Donc, on devrait dire, bien sûr, que ce n'est pas suffisant, mais dans le contexte actuel, c'est tout de même mieux que rien. Mais je serais d'accord avec ça, pardonnez-moi, je serais d'accord avec ça si le court terme n'était pas quelquefois un alibi pour ne pas travailler sur le long terme. Et je rappelle que le problème de la dette avait été soulevé dans le rapport Pébro, c'était en 2005, et on savait déjà que ça existait depuis longtemps. On n'a rien fait depuis. On n'a rien fait. On n'a fait qu'accumuler de la dette. Et c'est vrai pour tout. On ne s'est pas attaqué à la formation professionnelle. On ne s'est pas attaqué aux collectivités territoriales. Bref, le court terme rassure. Rassurer, c'est faire avancer les échéances électorales. Et on ne fait pas grand-chose d'autre. Mathilde Lemoine, tout à l'heure, évoquait les incertitudes européennes pour les chefs d'entreprise. Vous évoquiez votre expérience de chef d'entreprise. Elle a raison de dire que c'est un facteur de blocage et de... Ah mais c'est un facteur pour mes clients, c'est terrible. On voit une visibilité qui diminue, donc des prises de décision qui se retardent, alors que je rappelle, les résultats du CAC 40 restent toujours aussi élevés. Donc on est dans quelque chose qui est très fortement psychologique. Quant au fait de voir le fait que l'euro pourrait être mis en cause, pour moi, c'est un tabou absolu, ça. Enfin, c'est le jour où l'euro saute, on fait sauter la confiance, et là, on peut craindre le pire, un pire qui est même incontrôlable. Donc moi, c'est quelque chose que je veux même pas envisager. Donc on est obligé de pouvoir se mettre d'accord, sauf qu'il faut accepter de prendre du temps, et donc il faut insensibiliser le politique à la pression des marchés.
C'est ça sur quoi il faut travailler à court terme. Mathilde Lemann. Moi, il me semble que pour rester quand même positif et oui, pas parce que là, il y a juste totalement de quoi noir, voilà, exactement. Bonne émission de rentrée, voilà, je vous remercie. Il me semble qu'il y a eu de réelles avancées. Et je crois que les gouvernements, tous les gouvernements européens ont montré qu'ils avaient envie que l'euro résiste, que l'euro vive et que l'euro se développe. Et on voit des avancées. Vous avez souligné l'accord franco-allemand pour travailler sur l'intégration budgétaire, sur la supervision bancaire. Ça me semble être très très important. Et je crois que les investisseurs eux-mêmes sont convaincus que les gouvernements veulent de l'euro et c'est très positif. Il faut maintenant qu'ils le mettent en œuvre. On a vu cet été des mouvements de marché assez positifs, les bourses remontaient légèrement. C'est parce que je crois que les investisseurs considèrent aujourd'hui qu'effectivement l'euro peut se développer et peut survivre. Et puis peut-être oser dire ce qu'on fait en loose day, parce que finalement la redéfinition de la fonction de la Banque Centrale Européenne, elle est déjà dans les faits et en même temps, elle n'est toujours pas totalement verbalisée. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ce qui a été très très intelligent aussi de la part de la Banque Centrale Européenne, c'est de dire, moi, je veux bien prendre ma part de responsabilité et intervenir pour acheter de la dette publique si besoin, mais les gouvernements doivent aussi mettre en place des mesures pour que la monnaie unique, pour que l'euro puisse se développer. Or, aujourd'hui, on sait bien que ça n'est pas possible. On ne peut pas avoir une politique monétaire unique au niveau européen et plein de petites politiques budgétaires. Donc je crois que chacun a pris ses responsabilités cet été. Les investisseurs sont convaincus, on l'a vu, puisque les marchés ont remonté légèrement, mais quand même ont remonté. Maintenant, reste à mettre des actes sur ces mots. Oui, en même temps, c'est la zone de tous les dangers politiques. Pascal de Lima, on entend déjà le fracas qui va secouer la nouvelle majorité entre ses partenaires écologiques, le front de gauche et tout, dès qu'il va s'agir de ratifier les nouvelles dispositions européennes. Oui, ben voilà, vous êtes exactement au cœur du sujet, à savoir qu'on ne sait plus aujourd'hui créer un système suffisamment coopératif et que dans la durée, c'est évidemment ce système coopératif entre les différents acteurs. On peut les citer, mais il y en a plein. Il y a aussi d'ailleurs le Conseil européen du risque systémique par rapport à la BCE, toutes les autorités de marché également qui vont être en conflit avec la BCE. Quel système coopératif peut être viable pour créer un équilibre stable finalement et éviter la trahison des uns et des autres en permanence, hein. C'est ça aussi le problème. Alors la BCE pourrait s'amuser à trahir le Conseil européen du risque systémique, l'inverse également en s'abrogeant quelques prérogatives qui sont d'habitude pas les siennes, etc., etc. Donc moi je crois que quand tout est complexe comme ça, créer un équilibre finalement consiste à simplifier, quoi. Il faut revenir en fait à des choses extrêmement basiques. Il y a une politique économique et il y a une politique industrielle. Comment est-ce qu'on peut effectivement cibler les investissements d'avenir? Comment on peut faire de l'efficacité de la politique publique? Pour moi, les enjeux s'arrêtent là, en fait, finalement. Il faut revenir à ces fondamentaux de l'économie, de la politique économique, pour éviter de basculer dans des problèmes psychologiques et pour éviter les marchés financiers et pour éviter ensuite de passer encore au-delà de la complexité vers la difficulté à trouver des équilibres coopératifs entre une multiplicité d'acteurs. Ben, ce sera le mot de la fin, c'est-à-dire à suivre, quoi, comme on dit dans les bonnes séries. Merci madame, merci messieurs, et on va terminer cette première heure du 17-20 avec un focus sur l'élection républicaine, l'élection américaine évidemment. Alors,